Le choix d'un site adéquat est le préalable au début du chantier. Il était difficile de réutiliser les sites antiques car les oppidums gaulois ou romains, peu nombreux, étaient soit trop vastes, soit déjà occupés. Du XIe au XIIIe siècle, on s'implante plutôt sur des sites vierges ou peu fortifiés. Par la suite, on reprend des sites préexistants, quitte à les rebâtir totalement. Le choix du site répond à plusieurs critères. Le premier est son caractère stratégique, comme par exemple au sortir d'une vallée. Le châtelain peut ainsi surveiller tout ce qui y entre et en sort. Il impose souvent aussi une taxe qui sera un gage de revenus constants. Un second critère est celui de l'avantage défensif du site. Un château au sommet d'un pic sera plus facile à défendre qu'un château édifié dans la plaine. L'idéal est d'avoir un plateau entouré de pentes abruptes comme à Polignac. Ces dispositions sont rares. On a généralement affaire à des éperons dont la liaison avec le plateau voisin doit être fortifiée. On peut aussi construire un château sur une île ou dans la boucle d'une rivière. Lorsque le château ne possède pas de protection naturelle, il faut les créer, ce qui augmente le coût de la construction. Notons aussi qu'avec l'apparition du canon, certains sites, auparavant excellents, deviennent indéfendables. Un troisième critère est le contrôle du domaine seigneurial. Les seigneurs doivent surveiller et protéger leurs terres et leurs paysans, sources importantes de leurs revenus. Un château trop excentré ou isolé au sommet d'une montagne n'est pas en mesure d'assumer cette fonction. Dans les Vosges, on ne trouve pratiquement aucun château juché sur un sommet. Ils sont surtout édifiés sur les premières pentes. Un quatrième critère est l'agrément du site. Les seigneurs aiment chasser et la proximité d'une forêt giboyeuse est un avantage très apprécié, comme ici à l'Argouette. Certains châteaux sont même avant tout des relais de chasse. Un cinquième critère est la proximité d'une carrière de pierre. Une pierre régulière, facile à travailler et suffisamment résistante permettra de réaliser une grande économie. L'importation des pierres est ruineuse. Seuls le roi et les grands seigneurs peuvent en assumer le coût. Rares sont les sites qui réunissent toutes ces conditions. Les commanditaires optaient donc pour ceux qui présentaient le plus d'atouts. Une fois le site choisi, le seigneur devait réunir les sommes nécessaires à la construction. Avec les techniques de l'époque, un château comme celui de Coudray-Salbar coûterait aujourd'hui environ 40 millions d'euros à construire, soit l'équivalent du travail de 200 personnes pendant 10 ans. Un château géant comme celui de Coucy entraînerait une dépense 10 fois supérieure. Beaucoup de seigneurs, détenteurs de fiefs minuscules, devaient se contenter d'une simple tour, formant parfois des sortes de copropriétés comme les tours de Merle en Corrèze. Généralement rapide, la construction pouvait aussi s'étaler sur des siècles. La juxtaposition d'éléments de différentes périodes pouvait finir par former de grands châteaux comme Ajoux. L'arrivée du canon, qui obligeait sans cesse à adapter l'architecture castrale, était un frein pour nombre de seigneurs incapables de suivre le mouvement. Le site choisi et les financements assurés, le seigneur va chercher un maître d'œuvre. Aujourd'hui, on dirait un architecte. Il définit le plan du château, recrute le personnel et coordonne les métiers. Il possède un haut niveau de qualification acquis tout au long de sa carrière sur les nombreux chantiers auxquels il a participé. Le chantier s'étend sur plusieurs cercles.
À l'extérieur, on trouve les essarteurs qui fournissent en bois le chantier. Les chaux-fourniers préparent la chaux un peu à l'écart en raison de la toxicité de cette activité. La chaux tient le rôle clé de liant dans la maçonnerie jusqu'au XIXe siècle, époque où elle sera remplacée par le ciment. On l'obtient par cuisson du calcaire. À proximité du chantier se développe un véritable village où vivent et travaillent la majorité du personnel. Le charpentier travaille le bois pour en faire échafaudage, cintre, outils, charpente, huisserie. C'est un poste clé du chantier. Le forgeron fabrique sur place la quasi-totalité des fournitures et des outils métalliques. S'il y a du minerai sur le site, le fer est même extrait sur place. Le vannier fabrique tous les contenants et ustensiles en osier. Le cordier extrait les fibres du chanvre pour tisser toutes les cordes et les câbles nécessaires. Le potier modèle et cuit les contenants en terre cuite, mais aussi les tuiles et les carrelages du futur château. Au pied du château, on trouve généralement les carriers et tailleurs de pierre. En effet, les pierres sont presque toujours extraites au pied du château, les carrières devenant après achèvement des fossés défensifs. Le tailleur de pierre doit parfois résoudre des problèmes géométriques complexes, d'autant que la plupart des pierres sont sculptées avant d'être montées. Le mortier est préparé près du chantier. La qualité de ce mortier à la chaux est essentielle pour la solidité et la durabilité de la construction. Après une prise de plusieurs mois, voire de plusieurs années, certains mortiers sont aussi durs que de la pierre. Les maçons, approvisionnés par des norias de manœuvre, sont finalement les seuls à travailler sur le château proprement dit. Ils assemblent tous les produits des fabriques situées autour de lui. On commence le château par les fondations. Quand la roche affleure, les travaux sont rapides. Dans le cas contraire, il faut ménager des fondations profondes et stables pour résister à la sape, une technique d'assaut qui consiste à creuser sous les murs. Cela allonge considérablement la durée du chantier. Le château s'élève alors. Parfois, quand les moyens sont importants, il peut être fini en un an, comme ce fut le cas pour Château-Gaillard. Mais la plupart du temps, le seigneur a des moyens limités et le chantier s'étale dans le temps. Lorsque la construction est lente, on peut choisir d'élever le donjon en priorité pour pouvoir s'y abriter. Tout ce personnel a un certain niveau de qualification et doit être payé, logé et nourri. Les serfs ou paysans du seigneur ne sont utilisés que comme manœuvre. Depuis l'apparition de l'architecture en pierre, la plupart des tâches sont une affaire de spécialistes. Au fur et à mesure de la construction, on assiste souvent à des modifications dans les plans. Certains dispositifs sont abandonnés en cours de construction, d'autres ajoutés, agrandis ou réduits. Le maître d'œuvre n'hésite pas à se livrer à des expérimentations plus ou moins réussies. Son château fort achevé, le seigneur établissait physiquement sa domination sur le paysage et sur ses sujets. Le château fort demeure le signe extérieur de richesse et de pouvoir préféré des féodaux. Le chantier médiéval de Guédelon dans l'Yonne propose une reconstitution très réaliste et vivante du chantier d'un château fort. Ce chantier visitable durera plus de 2 décennies.